Voilà, alors pour le 7e exercice de dynamique, on a un objet qui est lâché du sommet d'un cylindre, que je dessine comme un cercle puisque le cylindre va se trouver dans le plan perpendiculaire à la feuille. Et cet objet, il est lâché depuis le sommet du cylindre et il va partir dans un mouvement accéléré vers le bas. Et en fait, intuitivement, on se doute qu'il ne va pas rester collé au cylindre jusqu'ici, parce qu'il va avoir une accélération dans le sens de son mouvement qui à un moment va le détacher du cylindre. Et le but en fait c'est de trouver ce moment-là, donc de trouver l'angle phi ici, à partir duquel l'objet sera détaché du cylindre. Et l'endroit où l'objet va se détacher du cylindre, on appelle ça le point B. Et il est parti disons du point A. Et voilà, le but c'est de trouver cet angle. Alors, déjà j'attire votre attention sur le fait que ici on n'a pas de MCU. C'est pas un MCU malgré les apparences parce que évidemment c'est vrai que la trajectoire est circulaire, mais par contre il y a une accélération dans le sens du mouvement. Okay. Pour un MCU, il faudrait que la vitesse soit constante tout le long de la trajectoire, ce qui ici n'est pas le cas. Donc on ne peut pas partir des formules du MCU, ça marche pas comme ça. Ici il va falloir trouver la solution autrement. Donc voilà, c'est pas les formules du MCU qui vont nous aider ici. Donc, de nouveau, je considère ça comme un exercice de dynamique de manière générale. J'ai deux manières de le résoudre, F égale ma ou l'énergie. Alors, comme ici on ne me parle pas spécialement de vitesse, l'énergie a priori va pas être très utile, donc je vais plutôt partir sur un bilan des forces et essayer de trouver des équations avec F égale ma. Okay. Et pour faire mon bilan des forces, d'abord je considère un point C qui est au milieu de la trajectoire, parce qu'en B il va se passer des trucs particuliers, donc pour être général, je vais d'abord prendre un point au milieu de la trajectoire quand l'objet est bien sur la surface. Okay. Alors, quelles sont les forces en présence? J'ai le poids de l'objet, j'ai une force normale qui est exercée par la surface sur l'objet, et en fait c'est déjà tout. J'ai pas de force de frottement, on me le dit dans l'énoncé, donc mes deux seules sources de force, ça va être ça. Et donc, je vais calculer ces forces et écrire mon équation F égale ma, pas dans n'importe quel système. Comme je suis sur une trajectoire circulaire, ça sert à rien d'aller chercher les composantes x et y des forces parce que ça va me donner les composantes x et y de l'accélération. Ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant sur une trajectoire circulaire, c'est de connaître l'accélération dans la direction de la surface et l'accélération dans la direction normale, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface. Okay. Donc c'est pour ça que je vais partir sur un repère qui bouge avec mon objet et qui est composé de deux axes, un dans la direction tangente à la surface et un dans la direction normale, pour écrire mes équations dans ce repère. Voilà. Et donc, du coup, quand je dessine mes forces, j'ai mon poids ici en rouge, la force normale, et pour pouvoir faire mon bilan des forces, eh bien, je vais réduire mon poids en deux composantes dans mon repère. Une composante tangentielle et une composante normale. Plutôt que de réduire la normale à une composante y, une composante x, ce que j'aurais dû faire si j'avais pris un autre repère. Voilà. Alors du coup, que me donnent mes équations? Dans la direction tangentielle, j'ai que la composante tangentielle du poids, qui va dans le sens positif que j'ai choisi sur mes axes. Et donc ça donne simplement cette composante égale la masse fois l'accélération tangentielle. Et dans la direction normale, j'ai une normale dans mon sens positif et la composante normale du poids dans le sens négatif. Donc ça donne n moins la composante normale du poids égale la masse fois l'accélération normale. F égale m. Ça va? Alors, par trigonométrie, mais ça on commence à avoir l'habitude, on peut calculer les composantes du poids. Et donc, c'est P sin alpha, P cos alpha, et je me retrouve avec ce système-là. Alors, ici le problème, c'est que a priori, je ne connais pas l'accélération tangentielle, ni l'accélération normale, ni l'angle phi que je cherche, ni la normale, donc ça me fait 4 inconnus pour deux équations, je suis vraiment très mal parti. Mais en fait, ici, il faut utiliser un résultat que je pense pas que vous ayez vu au cours, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a une formule qui permet de trouver l'accélération quand un objet est sur une trajectoire circulaire et qu'il est éventuellement accéléré. Donc, cette formule, c'est un peu comme la formule qui disait que dans le MCU, l'accélération, c'est v carré sur r.
Ben ici, en faisant des calculs que j'ai pas fait ici, on peut démontrer une formule pour l'accélération d'un objet qui est sur une trajectoire circulaire avec une accélération. Et cette formule, c'est ça, c'est que l'accélération tangentielle, donc dans la direction de la trajectoire, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps, donc dv sur dt, et l'accélération normale, c'est v carré sur r, avec un moins ici parce qu'elle est dirigée vers le centre. Et en fait, ça c'est comme pour le MCU, parce que pour le MCU, on avait que l'accélération valait oméga carré fois r, et oméga, en fait, c'était v sur r, dans le cas du MCU. Et donc si on calcule ça, ça fait effectivement v carré sur r. Donc cette accélération est la même que pour le MCU. Mais c'était pas évident ça, parce que en présence d'une accélération dans le sens du mouvement, peut-être que cette accélération-là allait changer. Bref, c'est pas le cas. Donc, je vous dis ça pour vous aider à le retenir, que l'accélération normale, c'est en fait, par coup de bol, la même que dans le MCU. Ça va ? Et elle est effectivement dirigée vers le centre, cette composante-là de l'accélération, pas dirigée de manière centripète, elle est centripète, pas centrifuge, parce qu'il faut maintenir l'objet sur sa trajectoire. On avait vu dans le MCU que l'accélération était dirigée vers le centre. Mais voilà, la différence ici, c'est qu'on a aussi une accélération dans le sens du mouvement. Alors, comme on a ces formules, eh bien, je peux remplacer ça dans mon système, et donc l'accélération tangentielle et l'accélération normale, je les ai remplacées par ces valeurs-là. Okay ? Donc ça, c'est mon bilan de force en un point situé au milieu de la trajectoire. Alors maintenant, voyons ce qui se passe quand j'arrive au point limite, au point B, c'est-à-dire à l'endroit où l'objet se décolle de la surface. Mais à cet endroit-là, mon angle, je l'appelle φ, c'est l'angle que je cherche. Mais en fait, au moment où l'objet décolle de la surface, il y a une particularité, c'est que la normale, tout à coup, devient nulle. Pourquoi ? Parce que la force normale, c'est une force que la surface exerce sur l'objet. Donc, si mon objet se détache de la surface ne peut plus exercer une force sur mon objet. Donc, cette normale dont je devais tenir compte quand l'objet était encore collé à la surface, là, elle devient nulle. Ce qui fait que mon système se simplifie, j'ai une inconnue en moins. Donc mon système, ça devient ceci, où j'ai remplacé ma normale par 0. Okay ? Mais alors du coup, quand dans ce système je compte mes inconnues, le problème c'est que j'en ai 3. J'ai phi, j'ai la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et j'ai la vitesse elle-même. Si j'ai 3 inconnues et 2 équations, c'est pas la peine de me lancer, j'y arriverai pas. Il me manque des informations pour pouvoir trouver phi et résoudre mon système. Okay ? Donc, il ne faut pas que je commence à faire des calculs, il faut d'abord que je cherche une 3e équation, pour avoir autant d'inconnues que d'équations. C'est la condition pour que je puisse résoudre le système. Alors, si j'ai besoin d'encore des informations ici, c'est sûr que je ne peux pas me baser sur les forces, parce que j'ai déjà tiré toutes les informations que je pouvais du bilan de force. Donc il faut que j'utilise ma 2e source d'information dans les exercices de dynamique, c'est-à-dire l'énergie. Okay ? Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on a fait apparaître des vitesses. Donc souvent, c'est ça qui permet de me dire « Ah, l'énergie, ça va pouvoir m'être utile », puisque dans l'énergie, il y a l'énergie cinétique qui fait intervenir les vitesses. Ça va ? Alors donc, ici, pour écrire la conservation de l'énergie, et effectivement l'énergie va être conservée puisqu'il n'y a pas de frottement, eh bien, je dois choisir, comme d'habitude, 2 points, et dire l'énergie au premier endroit est égale à l'énergie au 2e endroit. Okay ? Alors, évidemment, un de ces 2 points, ça va être le point qui m'intéresse, le point B. Et puis, par question de facilité, je vais prendre le point A comme 2e point, le point de départ. Parce qu'à ce moment-là, l'objet n'a pas d'énergie cinétique, donc ça va être plus facile. Donc, justement, l'énergie totale en A, c'est quoi ? Comme l'objet est encore fixe à ce moment-là, je viens de le déposer sur le cylindre, il n'a ni énergie cinétique, ni énergie de rotation puisque c'est un objet ponctuel, ni énergie élastique. En fait, il n'a qu'une énergie potentielle gravitationnelle. Alors, cette énergie, c'était m fois g fois la hauteur. Et ici, la hauteur de l'objet quand il est au point A, elle est égale au rayon du cercle. Donc l'énergie totale de mon objet, c'est m fois g fois le rayon. Et alors, au point B, que vaut l'énergie totale de mon objet ? En fait, au point B, il aura une certaine vitesse à ce moment-là. Donc là, il a une énergie cinétique, 1/2 mv carré. Et puis, il a toujours une énergie potentielle parce qu'il n'est pas au niveau de mon axe x ici. Il n'est pas à hauteur 0.
Il lui reste une hauteur ici. Mais cette hauteur, je peux la calculer de nouveau par trigonométrie parce que je connais l'hypoténuse de mon triangle ici qui est le rayon, et je connais l'angle phi que je retrouve ici. Et donc la hauteur ici c'est mgr cos phi. Enfin, non, ça c'est l'énergie potentielle. La hauteur c'est r fois cosinus de phi. Okay. Et donc mon énergie potentielle, ben, c'est mg fois cette hauteur. Et donc, en disant que mon énergie en A, mgr, est égale à mon énergie en B, je trouve une troisième équation qui va me permettre de résoudre le problème. Okay. Donc maintenant que j'ai 3 équations et 3 inconnues, je recopie mon système et j'ai terminé la partie physique du problème. Maintenant, j'ai plus qu'à résoudre mon système. Okay. Alors, une première chose que je peux remarquer, c'est que cette première équation, elle m'amène une inconnue qui n'apparaît nulle part ailleurs. Donc en fait, je peux tout simplement ne pas l'utiliser, parce que cette équation, elle va me permettre de trouver dv sur dt, mais ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser cette équation, et ça va pas m'être utile. Et d'ailleurs, si je regarde du coup les deux dernières équations, ben c'est 2 équations et 2 inconnues. Donc je peux très bien résoudre ce système-là. D'accord ? Alors, pour résoudre ce système-là, comme on me demande phi, ben, je vais commencer par isoler v, comme ça je trouverai phi directement. Et pour isoler v, ben, disons dans la deuxième équation, je passe le m sur r de l'autre côté, et donc ça me donne v carré égale mg cos phi sur m sur r. Alors, petite parenthèse, quand on divise par une fraction, ça revient en fait à multiplier par l'inverse de cette fraction. Comme dans l'exemple ici, si j'ai 1 divisé par une fraction a sur b, c'est la même chose que changer les divisés en fois et inverser la fraction. Donc 1 fois b sur a. Okay. Donc ici, si j'ai mg cos phi divisé par m sur r, ça fait mg cos phi fois r sur m. Ça, c'est une règle de calcul où il ne faut pas se gourer. Et du coup, les masses ici se compensent et ça fait gr cos phi. Donc v carré vaut gr cos phi. Alors, je pourrais très bien dire v égale racine de gr cos phi, mais en fait, j'ai même pas besoin de faire ça parce que dans ma troisième équation, où je vais injecter la vitesse, j'ai déjà v carré. Donc, je peux directement injecter ça dans ma troisième équation, en remplaçant v carré par gr cos phi, et j'obtiens ça. Okay. Alors, 1 demi mgr cos phi plus 1 fois mgr cos phi, ça fait 1 demi plus 1 fois mgr cos phi, ça fait 3 demi mgr cos phi. Okay. Et puis je passe tout ce 3 demi mgr de l'autre côté, les mgr se simplifient, et 1 sur 3 demi, comme j'expliquais ici, ben je retourne la fraction, ça fait 2 tiers. Donc j'ai trouvé que le cosinus de l'angle que je cherche, c'est 2 tiers. Et puis là, j'ai plus qu'à demander à ma calculette, ok, quel est l'angle dont le cosinus vaut 2 tiers. Donc attention, là je ne dois pas taper cosinus de 2 tiers égale, c'est plutôt cosinus moins 1. En fait, c'est l'inverse du cosinus, c'est quel est l'angle dont le cosinus vaut 2 tiers. Et cet angle, ben voilà, c'est 48 degrés, et ça c'est la solution de mon problème.